Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Floralie Adam, qui était à la barre de Infomag à la TVC Basse-Lièvre au cours de la saison 2018-2019. Dans les dernières années, elle a produit et animé les émissions Mordu, Questions santé et Histoire de chant, diffusées sur le réseau MaTV, en plus d'animer les capsules pour Gatineau.tv. Après avoir fait un saut à Radio-Canada, elle est de retour à la TVC depuis septembre où elle assure l'animation de TVC Info et TVC Info Week-end. Floralie, bienvenue à l'Informel. Merci de te prêter au jeu parce que c'est comme une situation différente pour toi, là. Oui, c'est très différent, donc merci de me recevoir. C'est une nouvelle expérience pour moi d'être de ce côté, en effet. Stressant un peu? Oui, absolument stressant, mais je pense que ça va très bien aller. Ben oui. Je suis en bonne main avec toi, je le sens. Ah, ben t'es bien fine. Mais c'est fun parce que ça donne l'expérience de savoir c'est quoi que d'être de l'autre côté quand tu es habitué de faire l'intervieweur, de te retrouver de l'autre côté quand tu vois un petit peu l'envers de la médaille. Là, et c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que je sache d'autant plus que mes invités peuvent vivre. Ben absolument. Puis, mais quand tu enregistres et que tu es dans ton rôle d'animatrice, est-ce que tu vis encore du track? Tu es encore stressé après c'est quand même une couple d'années là, que tu fais ça? Là. Tu vis-tu encore ça? Moins. En fait, de moins en moins, définitivement. Ça dépend qui je reçois en entrevue. C'est une différence. Oui, ça fait une différence. Je me rappelle, par exemple, la première fois que j'ai interviewé Mathieu Lacombe en 2018. Il venait, en fait, d'être élu comme député de la MRC, de Papineau, en fait, député de Papineau. Et cette fois-là, j'avais été très stressée, vraiment stressée. Et par après, je l'ai eu à nouveau en entrevue. Et là, le stress était vraiment diminué. Mais je pense que j'avais un stress étant donné qu'il a été chef d'antenne, étant donné qu'il connaît mon métier. Et je voulais être à la hauteur, bien sûr. Et moi, c'était mes tout débuts. Et je suis heureuse maintenant de savoir que quand je rencontre Mathieu Lacombe à nouveau, ce stress-là n'est plus là. Ouais. Ben, une fois que le contact est fait, je trouve, avec la personne, déjà, c'est moins pire. Tu sais, quelqu'un qui revient, moi, j'ai pas eu la chance souvent de faire ça, là, mais moi, vraiment que tu as un bon contact avec la personne, puis là, tu l'as fait parce que tu as eu une entrevue, je trouve qu'après ça, c'est fluide, c'est pas mal plus facile. Là. Oui, oui, définitivement. Mais c'est vrai que c'est intimidant, par exemple, parce que moi, j'ai eu France Gauthier, qui elle a fait de l'animation longtemps, puis c'est la première fois que j'ai réalisé que, je sais pas, on dirait, j'ai dû en avoir d'autres qui ont déjà fait de l'animation, il faudrait que je regarde, des fois, je me souviens plus de la liste des invités que j'ai passés, mais j'étais assis ici, là, puis là, elle était à l'écran comme ça, puis là, ça a comme cliqué juste avant qu'on commence à enregistrer, je fais OK, mais là, elle en a déjà fait de la télé. Il ne faut pas jouer à la fou, là, tu sais. Exact. Là, ça a comme fait un petit stress, mais là, dans le fond, ça pourrait faire la même chose avec toi, mais là, ça ne l'a pas fait parce qu'on se connaît bien. Oui, on se connaît très bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est intimidant. Puis c'est intimidant aussi, c'est ça, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un qui va te parler d'un sujet avec lequel tu es moins à l'aise. Ouais, c'est clair. Donc, ça ajoute au stress, je dirais. Comme par exemple, quand j'ai fait l'émission Questions santé, c'était une émission avec laquelle j'étais vraiment très à l'aise parce que c'est mon domaine, la santé. Donc, j'ai étudié en nutrition à la base. Fait que je peux dire que c'est ça. J'ai pas vraiment de stress quand je parle de santé. Si je parle d'autres sujets, je peux avoir davantage de stress par contre. Mais j'aime tellement parler de différents sujets. La vie, c'est tellement diversifié. Puis c'est ce qui m'attire dans le domaine des médias, en fait. C'est qu'on a la chance, justement, d'en apprendre sur tellement de sujets. Ouais. C'est une richesse pour moi de faire ce métier-là parce que j'en apprends à tous les jours, tu sais. Ça me donne une raison d'interpeller des gens que j'interpellerais pas autrement que si je faisais ce métier-là. Ouais. Puis ça a vraiment varié comme les titres d'émissions que tu as faites, les sujets que tu as traités, là, c'est fou. Là. Oui. Fait que j'imagine que c'est ta drive, dans le fond, d'apprendre. Là. Oui, vraiment, vraiment. J'adore apprendre, mais je dirais que je lis pas tant que ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont lire beaucoup de livres puis ils vont apprendre à travers les livres. Moi, ma motivation pour apprendre, c'est ça. C'est mes entrevues, c'est les personnes que je reçois en entrevue. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais m'obliger à lire sur le sujet. Puis je dis m'obliger à lire sur le sujet, mais en fait, c'est un plaisir là, de lire. Mais au moins, ça me donne une raison là, concrète. Là, OK, j'ai pas le choix de lire sur ce sujet-là si je veux faire une bonne entrevue. Ouais, puis moi, là, c'est ce qui est...
ce qui a fait que j'ai décidé de continuer à faire ça, parce que c'était pas mon métier, là, on s'entend. Je n'étais pas supposé faire de l'animation originalement. Moi, je faisais de la réalisation. J'ai réalisé à quel point, justement, tu as la chance d'apprendre des affaires vraiment le fun puis pété que tu n'aurais jamais touché. Exact. Puis des fois, même, c'est... Je sais pas, toi, si tu as vécu ça, mais des fois, c'est comme... C'est pas juste d'apprendre des choses intellect, mais comme des leçons de vie à l'intérieur des gens que tu rencontres. Oui. As-tu vécu ça? Oui, absolument. Tu sais, c'est ça, chaque personne arrive avec son bagage, en fait, puis je vais l'aborder pour une certaine raison. Disons que la personne vient de sortir un livre ou la personne a une expertise, par exemple, en archéologie, je dis quelque chose comme ça. Mais, fait que oui, je vais parler à la personne d'un sujet en particulier, mais la personne vient quand même avec un bagage. La personne, c'est un être humain et un être humain, ben, c'est complexe, c'est diversifié, puis absolument que c'est ce qui m'interpelle aussi dans mes entrevues. Je pense que j'essaie aussi d'amener un côté humain aux entrevues que je fais. Ouais. Mais ça, c'est une chose que j'ai trouvée, puis je t'en ai parlé, je trouve que cette année, on a comme une Floralie 2.0, je dis ça comme ça, où est-ce que je trouvais qu'avant, quand tu faisais tes entrevues, tu avais plus l'impression d'avoir une Floralie qui était l'animatrice. Là, je trouve qu'on voit plus la personne, je trouve ça attirant de t'écouter parce que ta personnalité ressort plus dans ce que tu fais aujourd'hui. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, puis je pense que c'est possible parce que ben, l'expérience rentre d'une certaine façon. J'ai encore beaucoup d'expérience à acquérir. Je pense que je suis toute jeune dans ce métier-là quand même. Et c'est ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. Éventuellement, on est de plus en plus à l'aise, puis on est à l'aise d'être juste soi-même. T'sais. Alors qu'au début, on ne sait pas trop comment se positionner dans ce métier-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce que les gens vont penser. On se questionne beaucoup sur ce que les gens vont penser. Puis, je suis beaucoup moins là-dedans présentement. Ouais. Et ça fait du bien. Oui. Hein. Ouais. Good. Je suis content que tu me dises ça parce que c'est le fun. Parce que je trouve que quand tu te sens comme ça, c'est là que tu vas retrouver plus de plaisir dans ce que tu fais aussi. Ouais. Puis peut-être relâcher plus le stress. Ouais. Mais au début, par exemple, sentais-tu que tu avais la pression aussi de faire tes preuves dans le métier? Oui. Mais je savais surtout pas où je m'en allais. Tu sais, moi, j'arrivais du milieu de la santé. Donc, j'ai un bac en nutrition à la base. Puis ensuite, en fait, pendant mon bac en nutrition, j'ai fait de la radio étudiante et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des médias. Et j'ai plus tripé sur les médias, la radio étudiante que sur mon bac en nutrition. Il y a eu du beau dans mon bac en nutrition, sauf que ayant touché à la radio, j'ai voulu poursuivre dans les médias. Et par après, donc, je suis allée faire un cours en communication radio, télé, une formation là, complète. Puis, je pense que à ma sortie de cette école-là de communication, je savais vraiment pas ce qui allait se présenter à moi. Ce qu'on nous disait, c'est que ça allait être difficile de faire notre place dans le milieu, en fait. Ça, c'est un message que je retiens, en fait, que ça allait être difficile et que parmi, disons, les 25 qui étaient à l'école où je suis allée, ça allait pas être tout le monde qui allait réussir à faire sa place. Donc, je pense qu'en effet, j'avais cette pression-là de faire ma place et de sentir que j'allais réussir à gagner ma vie avec ça. Je savais pas si ça allait être possible et finalement, c'est possible depuis 2018 et j'en suis très reconnaissante. Vraiment. Connais-tu d'autres mondes de ta QV comme ça a-tu été finalement aussi difficile pour les autres que qu'est-ce qu'ils anticipaient? Oui. Parce que Sylvain, lui me disait, je pense que ce sont 2 qui ont sorti sa QV qui connaît, qui sont dans le métier, puis il y en a d'autres. Absolument, oui. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi les 25 qu'on était quand j'ai gradué, donc en 2018, à ce jour, en 2021, qui sont encore dans le domaine. Puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est correct, je pense, d'aller à l'école et d'acquérir des connaissances, des compétences et finalement de ne pas les utiliser dans un cadre professionnel. Puis c'est ce qui m'est arrivé en faisant mon bac en nutrition. C'est super ce que je suis allée chercher.
là-dedans, finalement. Mais c'est super dans ma vie au quotidien. Je les utilise pas dans une vie professionnelle. Et c'est correct comme ça. On a chacun un cheminement bien unique à nous. Et les personnes, donc, de ma cuvée qui sont pas dans les médias aujourd'hui, ben je pense que quand même, ça leur sert, le cours qu'ils ont fait. Ben oui. Ben, ne serait-ce que si on a besoin de présenter, exemple, faire une présentation devant des collègues ou des associés ou peu importe. Je trouve que peu importe dans quoi tu vas étudier, tu vas toujours réussir à en retenir quelque chose dans quelque part. Oui. Fait que c'est ça. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans notre cuvée à être aujourd'hui dans les médias. Est-ce quelque chose que tu devrais revenir, par exemple, nutrition? C'est une grosse question que je me pose. Ah ouais? En fait, je suis encore dans l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. OK. Mais peut-être que je vais me désinscrire parce que c'est quand même un coût là, à payer chaque année. Oui, j'imagine, oui. Alors, je dois me questionner à cet égard. Et il y a de la formation continue à faire pour rester dans l'ordre. J'imagine que tu restes à jour dans tout ça. Exactement. Fait que... C'est ton jamais. Mais la radio, comment tu as trouvé ça? Parce que tu as fait de la radio étudiante, tout ça, parce que c'est quand même différent. Tu as juste la voix. Tu n'as pas besoin de t'arranger pendant une demi-heure avant d'arriver en onde. Non, puis plus qu'une demi-heure des fois. Bon, tu vois. Mais c'est un média qui est cool, pareil, je trouve. Oui, c'est un média beaucoup moins lourd que la télévision. Ouais. Et comme l'écrit aussi, c'est un média beaucoup moins lourd que la radio et la télé. Il y a comme des niveaux là-dedans. Comment j'ai trouvé ça, la radio? J'ai trouvé ça hyper le fun. Mm-hmm. J'ai développé des projets pour la radio qui m'ont fait tellement plaisir. J'ai tellement eu de fun. Ouais. Fait que je dis pas non à faire de la radio à nouveau dans ma vie. Pour le moment, on dirait que c'est plus la télé qui m'interpelle. Puis, ou pas juste la télé, mais le web aussi, là, la tout caméra. Ensemble, à cette heure, la caméra, ça englobe tout. Oui, c'est ça. Puis on verra pour la suite, mais oui, définitivement que la radio, j'exclus pas ça dans les prochaines années. Mais là, tu as fait, corrige-moi si je me trompe, tu as fait Ma TV, tu as fait ici à TVC, tu as fait Radio-Canada, tu as fait Gatineau.tv. M'en manques-tu? Journal Les Deux-Vallées. Ah, tu vois, je savais pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Disons, web, j'ai travaillé aussi pour le web. J'ai été ambassadrice pour Croquer l'Outaouais. Oui. Qui t'a valu le sourire de la semaine dans le bulletin ici local? Félicitations. Merci. On n'avait rien à voir avec ça, nous autres, je sais pas si tu savais. Oui, ce qui paraît, vous avez rien à voir. Moi, c'est InMedia, moi, sont arrivés avec ça parce qu'on faisait la promotion pour notre saison qui commençait. Puis la personne qui s'occupe des communications a dit hey, ça donne bien. Elle dit Florelli, c'est notre sourire de la semaine. Je dis OK, bon, lancement de programmation, puis Florelli est le sourire de la semaine. Je dis ça donne bien. Oui, ça m'a tellement fait plaisir. C'est drôle, hein? Oui, ça m'a fait plaisir parce que les agriculteurs, je les porte tellement dans mon cœur. Mon rôle, en fait, avec Croquer l'Outaouais cette année, c'était donc être ambassadrice du défi 100% local. Puis je me permets d'en parler présentement parce que c'est ça, c'est un défi qui a lieu partout au Québec. Ça a commencé aux îles de la Madeleine, ce défi-là. Puis ça a été comme exporté dans les autres régions. Et l'Outaouais, donc, participe à ce défi 100% local. Et mon rôle, donc, c'était d'inviter les gens à consommer localement le plus possible pendant le mois de septembre. Tu sais, au mois de février, on fait un mois sans alcool, par exemple. Du moins, on est invité à faire ça. C'est comme 28 jours, là, c'est comme moins long que les autres mois. Fait que, let's go, on fait un mois sans alcool. Mais pourquoi pas faire un mois, tu sais, encore plus local, tu sais, à l'égard des boissons qu'on peut boire, de tous les aliments qu'on peut manger. Fait que ça m'a tellement fait plaisir quand ils m'ont approché pour être ambassadrice pour ce défi-là. Mais justement, tu nous as employé le mot défi, mais c'est un défi de consommer local, je trouve. C'est pas facile. Non. Puis je sais pas si quand tu as fait ton émission ou dans le cadre de quand tu étais ambassadrice, ils t'en ont parlé, les producteurs, mais comme moi, mettons, tu sais, gars typique, là, j'ai une famille, j'ai des enfants, tout ça, mais si je veux, tu sais, j'ai le temps d'aller à l'épicerie à peine, puis c'est tout. Fait que j'ai pas le temps d'aller
Puis souvent, on le fait. On a des dépliants, des fois, où on a de l'information, on voit de quoi passer sur Facebook, puis on se dit « Hey, ça serait cool d'aller chercher notre viande à telle ferme, tu sais, mais là, elle est dans une petite nation, puis moi, j'étais un ange gardien, puis tout ça. Fait que, comment est-ce qu'on peut en venir à faciliter le lien entre les producteurs et les consommateurs? C'est là, je trouve, qu'il y a le défi. C'est tout un défi, en fait. Puis je sais que la table agroalimentaire de l'Outaouais travaille pour faciliter justement l'idée que les aliments locaux arrivent plus facilement aux consommateurs. Évidemment, ce qui serait le plus facile, c'est d'avoir les aliments locaux dans nos épiceries qu'on fréquente chaque semaine, ces grandes épiceries. Par contre, il y a comme des quotas à respecter là, dans les épiceries. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage qui vient d'un fournisseur. Puis, malheureusement, j'ai pas tous les termes là, pour ça. Mais c'est ce qui rend la tâche difficile d'avoir des aliments locaux, disons, à moins de 100 km de l'épicerie. Puis des idées, ben c'est ça. C'est de travailler sur des partenariats quand même. Par exemple, aussi, ce qui peut être difficile, c'est que faut que les producteurs locaux puissent fournir les épiceries suffisamment. Puis toujours avec des quotas les mêmes, j'imagine aussi. Là. Ils peuvent pas arriver une semaine, ben là, la récolte est moins bonne, puis là, j'en ai moins, mais là, l'épicerie sera pas contente. C'est ça, c'est comme difficile. Fait que je pense que il y a comme un travail qui peut se faire présentement ou qui est en train de se faire sur le regroupement de plusieurs producteurs locaux, disons de carottes. Puis là, s'il y a 10 producteurs de carottes qui se mettent ensemble, ben c'est pas juste des producteurs de carottes, là, on s'entend qu'ils produisent d'autres légumes, mais disons qu'on met toutes les carottes de ces 10 producteurs-là ensemble, ben on va peut-être être capable de fournir en quantité suffisante des épiceries de l'Outaouais, par exemple. Puis là, on va comme répondre aux critères de l'épicerie qui demande d'avoir une certaine quantité. Fait que ça, ce serait facilitant. Puis ce qui est difficile aussi, c'est que tu t'imagines toute la gestion de la livraison. S'il y a 10 producteurs qui livrent à l'épicerie, par exemple, au métro ici à Buckingham, s'il y en a 10 qui arrivent, ben c'est de la gestion, ça, là. Faut que ça soit plus simple que ça. Fait que s'il y a un regroupement puis qu'il y a un seul camion qui arrive avec une bonne quantité de carottes, ben là, c'est facilité. C'est facilitant. Fait que c'est le genre de choses là, sur lesquelles on peut travailler pour que les consommateurs aient plus facilement accès aux aliments locaux. Mais heureusement, dans la petite nation, c'est à Ripon qu'il y a encore un marché, je pense, le week-end. Oui. J'ai envie de dire, c'est à Ripon. Le samedi. T'es de Ripon, toi, c'est vrai? Oui, je suis de Ripon. Et je suis fière d'être de Ripon. Ah, bon, on en reparlera. Mais c'est ça, il y a le marché qui est là. Ça, au moins, ça donne un point d'accès pour rejoindre producteurs-consommateurs. Ça donne un point d'accès. On n'a pas souvent plein les places. Hein. Bien, il y en a de plus en plus. Je pense que cette année, en Outaouais, puis là, excusez-moi si je me trompe, tout le monde qui peut m'entendre, mais je pense qu'il y avait... C'est qu'il y avait au moins 12 marchés publics cette année, et je pense que même 16. Je pense que cette année, en 2021, il y en avait 16 marchés publics. Ça, c'est à travers l'Outaouais, là, tu sais, fait qu'on parle pas juste de la petite nation, là, on parle de la ville aussi, à Gatineau, on parle plus au nord, là, vers Maniwaki, il y en a aussi. Fait que c'est quand même bien, sauf que on est conscient que c'est pas tout le monde qui va dans des marchés publics comme ça. Fait que je pense que vraiment, il faut travailler sur les aliments locaux dans nos épiceries, dans nos supermarchés. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Mais il me semble qu'il y aurait moyen de ramener les marchés. Moi, j'aimais ça, les marchés. C'est ce que je trouve regrettable un peu, parce qu'on dirait que la consommation, c'est une mode souvent. Là, c'est qu'est-ce qui pogne, ou je sais pas, ou c'est des chiffres qui vont dire, ben OK, ça marche plus, ou je sais pas quoi, mais je me souviens dans le temps, moi, à Lancan, on pouvait aller à Lancan, puis c'était tous des producteurs locaux qui arrivaient avec leurs trucs, puis ils ont leur kiosque. Ben, j'allais chercher mes légumes là, puis c'était tous des légumes qui de la région, frais, tout ça. Puis là, j'en ai plus, là, proche. Là. Ben, à l'Ange Gardien, ils ont un petit marché là, le vendredi aussi. Là. Des fois, on y va, mais... À la pépinière de l'Ange Gardien, oui. Mais c'est ça. Mais avant, c'était ça. Puis je me souviens même... Là, moi, je suis vieux, là, mais toi, t'as pas connu ça, mais tu vas aller à l'Encan, puis il y avait du bétail, là.
vas aller acheter ton cochon. Là, c'est tout fini. C'est comme, on dirait, c'est comme une mode. On a dit, bon, on va développer d'autres choses, on va développer des supermarchés, on va faire ci, on va faire ça. Mais c'est ça. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais pas si c'est parce qu'on consommait pas ou ça marchait plus au niveau des chiffres, mais ça serait le fun de revenir un peu à ça, puis on s'en rend compte qu'il y aurait bien des avantages à faire ça. Là, fait que peut-être qu'il y aurait moyen de ramener ça. Oui, bien, c'est sûr que dans les marchés publics, par contre, on les a. Là, les producteurs de viande, ils sont là aussi. Il y a Bétail des Bois qui a été très présent cette année dans les marchés publics de l'Outaouais. Je nomme celui-là, mais je pourrais en nommer d'autres aussi. Là. C'est plus celui-là qui me vient en tête présentement. Fait que la viande, oui, on la retrouve aussi dans les marchés publics. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que oui, il y a les marchés publics, mais il y a aussi la livraison de paniers bio, par exemple. Oui. On les connaît plus, là, les paniers bio pour les légumes, les fruits. Mais on peut s'abonner aussi à des paniers diversifiés d'aliments. OK. J'essaie de me rappeler le nom, mais je sais que la ferme Grazing Days participe à ce regroupement, notamment. Donc, Grazing Days produisent différentes viandes. Fait qu'eux, ils mettent leur viande dans ce panier-là. Et d'autres entreprises qui complètent le panier se joignent. Donc, par exemple, des producteurs de fromage ou de lait peuvent se joindre. Ensuite, il peut y avoir, oui, des producteurs de légumes ou de fruits. Ils peuvent se joindre à ce panier. Mais le but, c'est d'avoir des entreprises complémentaires pour faire le panier. Et ça, c'est livré, en fait, directement aux gens. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. On pourra s'en reparler hors d'onde. J'aimerais ça savoir parce que le défaut, je trouve, des paniers conventionnels comme on connaissait, c'est que souvent, nous autres, on le faisait, le panier bio, mettons, avec pour nos légumes. Bon. Mais là, à chaque semaine, tu te retrouvais pas mal avec les mêmes récoltes. Puis là, tu te dis, OK, ben, je sais pas, moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu de brocoli, mettons. J'ai commencé à me demander de brocoli. Là. Fait que, puis si tu as toujours des légumes, là, tu me parles de quelque chose de diversifié, c'est vraiment plus complet, je trouve. Fait que ça, je trouverais ça le fun là, de pouvoir. Oui, puis je suis désolée de ne pas me rappeler du nom en ce moment de ça. D'ici la fin de l'émission, je vais peut-être m'en rappeler. Si jamais tu reviens, tu diras. Mais sais-tu, par exemple, où est-ce que tu pourrais aller chercher l'information? Oui, bien c'est ça. Si vous allez sur le site web de la ferme Grazing Days, vous allez l'avoir, c'est certain. Bon, c'est réglé. Mais par contre, l'autre défi, je trouve, qu'ils ont, c'est de compétitionner aussi au niveau du prix. Parce que là, il y en a bien... Quoique là, à l'épicerie, ça en vient bien cher. Peut-être que ça va s'équivaloir, je ne sais pas. Là. Mais la grosse difficulté, moi, j'entendais, c'est au niveau de... Parce que, tu sais, on est habitué de payer du linge, puis des cossins, puis de la nourriture cheap. Veut pas, c'est ça que c'est, tu sais. Oui, puis je pense qu'il faut garder en tête que, ben quand on paye pour notre nourriture, puis qu'on paye peut-être un peu plus cher, ben l'avantage, c'est qu'on sait vraiment d'où ça vient. Ouais. On sait, on a un contact, là, ou presque, c'est peut-être pas tout le temps, là, mais la majorité du temps, on peut avoir un contact avec celui qui l'a produit. Et ça, pour moi, c'est une richesse parce que je peux vraiment poser des questions, en fait, aux producteurs. Comment vous le produisez, tu sais? Puis, il y a une qualité, définitivement, qui vient avec ça. Tu sais, c'est ça. Puis ils mettront pas n'importe quoi, là. Non, ça, c'est certain, là. Parce que, ben, ils veulent que les gens continuent à leur faire confiance, là. Fait que ça, t'as appris ça à travers, j'imagine, entre autres, là, c'est sûr que tu t'intéresses à la bouffe depuis longtemps, tu es nutritionniste, mais dans le cadre de l'histoire de champ, j'imagine que tu as dû avoir la chance d'en apprendre beaucoup là, sur la production locale. Oui, sauf que je dois dire que j'en connaissais quand même déjà pas mal auparavant aussi, parce que je viens d'une famille qui ont démarré une ferme, une entreprise de production, de germination, de pousses comme de la luzerne, des pousses de maïs, des pousses de brocoli. C'est tout ce qu'on met maintenant dans nos salades. Fait que mes parents, avec mon oncle et ma tante, ont démarré ça là, dans les années 80. Et cette entreprise existe encore sous le nom de Alimentation La Défriche. C'est à Ripon. Et bien sûr que cet univers, ce domaine de la production alimentaire locale m'interpelle beaucoup en raison de ces années que j'ai vécues à côtoyer la défriche.
Mais ça a été difficile comme production ou parce que j'imagine que ça a été plus facile, en fait, je devrais dire. Ça a été facile parce que vu que c'est quelque chose que tu as vécu dedans longtemps, c'est plus fluide. Comment ça s'est passé, dans le fond, la production de ça? La production... La production télé, là. D'histoire de chant. Histoire de chant, Et ouais. donc, on parle pas de production alimentaire. Non. Oui, ben ça a été facile de produire l'émission Histoire de chant. C'est jamais facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça a été tout un défi, en fait, parce que c'était le début de la COVID. Pas le début, mais tu sais, c'est en 2020 qu'on a filmé la série. Mais à l'été 2020. À l'été 2020. OK, ça veut dire, puis là, moi, c'est vrai, ça a commencé au printemps, cette affaire-là. Ouais. Okay. Fait que c'est au mois de mai, moi, je me fais appeler, puis on me dit, ben Floralie, on peut-tu faire Histoire de chant? Parce que j'en avais déjà parlé. Puis là, je suis comme, OK, oui, let's go. Au mois de mai? Au mois de mai. Oh, tabarouette. Puis on a commencé à filmer au mois de juin. Wow. Fait que ça a été très précipité parce qu'on pouvait pas faire les tournages plus tard que le mois d'août. Fallait que tout soit terminé comme à la mi-août comme tournage. OK. Puis on commençait à tourner au mois de juin. Fait que oui, c'était un défi. Mais c'est un tournage condensé, là, on s'entend? Là. Ouais. Ça fait quoi, 6 épisodes? 9. 9? En plus, tabarouette. 9. On voulait en faire 10. On n'a pas eu le temps. Ben non. On s'arrête à 9. Mais ça a dû être cool, par exemple. J'ai trippé. Ouais. Vous avez eu la chance que c'était à l'extérieur en partant, là, parce que pour le contexte COVID, au moins, vous pourriez tourner à l'extérieur. Oui, sauf que fallait respecter quand même des règles sanitaires assez strictes. Fallait transporter avec nous des lingettes désinfectantes. Le micro, les micros, en fait, fallait les désinfecter. Il y avait quand même des tâches qui s'ajoutaient à notre travail pour réussir à faire ces tournages-là tout en respectant les mesures sanitaires. Et ces tâches-là n'étaient pas encore intuitives. Je pense qu'en 2021, ces tâches-là qui s'ajoutent à notre quotidien, c'est rendu une habitude. Sauf qu'à l'été 2020, ça ne l'était pas. Fait que c'était de s'adapter à tout ça. T'as-tu un tournage qui te revient, qui particulièrement te fait que t'as trippé plus que les autres? On dirait que ce qui me vient en tête, là, c'est le vignoble dans le Pontiac que j'ai visité. C'est le domaine Pontiac Village. OK. Puis tu vois, je n'avais pas remarqué, mais on arrive à la fin de notre 30 minutes bientôt. Ah, déjà? Ouais. Oh Pontiac Village, je retiens ça, on continuera là-dessus. Tu pourras m'en parler de ton tournage-là. Après, je t'ai posé la question, je fais « Oh shit, attends! » Fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés via ma TV Outaouais ou à TVC Basse-Lièvre. Le reste de l'entrevue va être disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Sinon, sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre. On est aussi disponible en balado sur SoundCloud, Apple Podcasts et aussi sur Spotify. Merci d'avoir été à l'écoute. Fait que tu disais... Domaine Pontiac Village. Pontiac Village, c'est ça. C'est peut-être un endroit que j'ai particulièrement aimé. C'est quoi qu'il y avait là? Ils ont des vignes, d'abord et avant tout, parce que c'est un vignoble. Et ils ont beaucoup d'histoires. Okay. Et je trouvais ça tellement beau de pouvoir avoir ce mélange entre l'histoire avec un grand H et une production, de vin. Avec des vignes. Et cette histoire avec un grand H, comment qu'elle se présente concrètement à ce vignoble? Ben, c'est qu'ils ont des voitures anciennes. Ils en ont beaucoup. Et ils ont une grange centenaire. C'est une grange qu'ils ont déplacée. Okay. Elle était comme un peu plus loin. Puis ils ont demandé à ce qu'elle soit déplacée pour que... ils puissent l'utiliser pour leur vignoble. Ils l'ont comme rénovée aussi. Elle est magnifique, cette grange. C'est à l'intérieur de cette grange qu'ils ont les autos anciennes. Fait que je trouve que ce mélange est juste vraiment beau. Fait que ça a été probablement un coup de cœur. Je pense pas que je l'ai vu, ça, là. Ça me dit rien. Sinon... je veux dire, toujours dans le Pontiac, il y a une ferme, le jardin de Fabi, en fait, qui travaille avec des chevaux. Oui, ça, j'ai vu. Pour produire leur production maraîchère.
je pourrais tellement en nommer. Là, j'ai quand même fait 18 entrevues avec des producteurs de l'Outaouais et j'aurais pu en faire encore plus. C'était 2 par émission. C'était 2 par émission. Fait que j'étais comme déchirée tout le temps d'avoir à faire un choix. T'sais, moi, je serais allée partout. Je voulais toutes les avoir en entrevue, les producteurs. Je veux tellement qu'on les connaisse, nos producteurs. Il pourrait y avoir Histoire de chant saison 2. Oui, je le souhaite. Je le souhaite vraiment. Puis sincèrement, là, moi, ce que j'aime à dire, c'est que, en fait, j'aime pas ça, avoir à dire ça, mais c'est ce qui est vrai, c'est que on est tellement rien si on n'a pas nos producteurs. Ah non, oublie ça. Si t'es pas capable de produire. Moi, c'est une affaire, à un moment donné, ça m'a frappé à quel point ce qu'on fait comme métier, comme travailler en télé, comme c'est à peu près inutile dans la vie, tu comprends? C'est plate à dire, non, mais c'est tellement vrai. Tu sais, quelqu'un qui est capable de produire de la bouffe, puis de nourrir sa famille, c'est quelque chose, c'est un exploit. Là. Essaye de partir de ton jardin puis pour t'autosuffire en légumes, puis on l'a essayé, là, on a un gros jardin chez nous, puis c'est pas facile. Là. Non, avec toutes nos occupations extérieures, là, c'est très difficile. Là. Puis pourtant, on a besoin d'énergie à chaque jour. Okay. On a besoin de manger. Fait que si on n'a pas nos producteurs, excusez, mais on vit pas grand-chose. On vit pas bien longtemps. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est ça, il faut les mettre en valeur, nos producteurs agroalimentaires. Oui, tout à fait. Oui, puis local aussi, tu sais, encore plus, parce que on sait, là, on est plus sensibilisé à tout ce que ça... toute la problématique du transport de la nourriture, de la conservation, la façon de cultiver aussi, tu sais, les problèmes environnementaux que ça crée, on est comme dû pour un gros changement à ce niveau-là. On le voit, mais je pense qu'il n'est pas assez drastique peut-être pour qu'est-ce que ça devrait être. Oui. Mais toi, venant de Ripon, dans le fond, je dirais, est-ce là, je vais avoir du gars de la ville qui parle avec la fille de la campagne, mais c'est pas ça, là, mais... c'est peut-être un peu ça aussi, parce que je pense que grandir en campagne, c'est vraiment pas la même chose que grandir en ville. Non. Quoique j'ai pas eu l'expérience de grandir en ville. Maintenant, j'habite plus en ville, mais je pense quand même qu'il y a définitivement une différence entre 2 personnes, une qui grandit en ville puis une en campagne. À quoi je voulais en venir, c'est que clairement, tu as dû être plus sensibilisé, ou même, c'est même pas sensibilisé, ça doit être juste normal pour toi de dire, je sais pas, moi, les légumes viennent de chez un tel, puis la bouffe d'aujourd'hui, elle vient de telle place, contrairement à moi qui est habitué à aller à l'époque, c'était l'IGA qui était ici, le Maxi. Tu sais, que c'était ça, c'était la façon de consommer, tu sais, c'est différent. Là. Oui, c'est un peu différent, sauf que c'est drôle, mais je parlais avec les propriétaires de la ferme HLF au Lac-Simon, en fait, cet été. Puis, ils me disaient qu'à leur magnifique kiosque, sincèrement, si vous avez une chance d'aller à la ferme HLF, allez-y parce que c'est vraiment beau, le kiosque qu'ils ont à l'extérieur. Là, en ce moment, c'est fermé, là, à l'hiver, mais ce sera certainement ouvert à nouveau cet été en 2022. Puis, ils me disaient... Floralie, c'est dommage parce que les gens du coin, les locaux là, qui habitent, disons, à Chénéville, Lac-Simon, Duhamel, qui sont comme proches de la ferme HLF, ils viennent pas à notre kiosque pour acheter des légumes. Ils me disaient que c'était surtout les vacanciers ou ceux qui ont un chalet au Lac-Simon, à Duhamel, qui viennent. Souvent, ils vont comme venir le dimanche et ils ont fini leur week-end dans leur chalet, dans la petite nation, puis en partant vers la ville, ils s'arrêtent au kiosque de la ferme HLF, puis ils achètent quelques légumes. Il semblait dire que les gens de la ville sont peut-être plus sensibilisés à cette importance d'achat local. Oui. Donc, ça, c'est selon la discussion que j'avais eue avec la ferme HLF. Ça revient à dire comment est-ce que souvent on dit, tu sais, on a avantage à visiter notre propre région parce qu'on ne connaît pas notre propre région. C'est peut-être un peu ça. Les gens ils savent peut-être pas qu'est-ce qu'il y a disponible dans leur coin. Oui, des fois, non, on ne sait pas. Non, toi, je suis étonné d'entendre ça. Je veux qu'on parle, on l'a juste survolé tantôt, vite fait. Tu as fait une autre série aussi qui était Question santé. Bon, là, c'était dans ton domaine. Là, je le connais plus parce que, bon, j'ai participé à la production. Mais comment tu as trouvé ça face au tournage-là? Parce qu'encore là,
j'aurais tendance à dire que c'était peut-être facile, mais je me souviens que c'était pas nécessairement facile. C'était quand même des grosses journées de tournage. Ah bon, écoute, non, mais l'une des journées de tournage qu'on avait faites, est-ce que c'était notre première? Probablement que c'était notre première journée de tournage de Questions Santé. On avait tourné 3 émissions dans la même journée. C'est vrai, confirme, c'était 3 émissions dans la même journée. Et qu'est-ce qui s'était passé le soir ensuite? C'était probablement genre le 23 décembre qu'on tournait cette émission, ces 3 épisodes. Et le 23 décembre, j'avais une soirée au Château Montebello. Alors, je m'en vais là, mais j'étais quand même fatiguée de ma journée de tournage, on s'entend. Mais je m'en vais là, j'étais contente, il y avait du monde, je parlais, puis tout à coup, je commence à avoir un mal de cœur vraiment intense. Puis ce mal de cœur ne part pas. Finalement, je ne peux pas manger la bonne bouffe qui m'est servie à la table au Château Montebello. Puis finalement, de fil en aiguille, je me mets à vomir au Château Montebello et finalement je pars à l'hôpital. Il y a quelqu'un qui m'a amenée à l'hôpital et j'étais complètement déshydratée. Il a fallu qu'on me réhydrate. J'ai fait une gastro en fait après ce tournage de 3 épisodes. Je sais pas ce qui T'en as jamais parlé? Non, j'en ai jamais. Moi j'ai pas sonné de ça. Sylvain, tu as entendu parler de ça? Non, regarde, tu vois, c'est vrai non plus. J'en ai peut-être parlé avec Jeanne-Sophie, peut-être. Ouais, peut-être. Mais sincèrement, je pense que j'étais vraiment épuisée et que j'ai pas pu gérer peut-être cette gastro parce que j'en ai eu des gastros auparavant dans ma vie, mais je me suis jamais retrouvée à l'hôpital pour une gastro, là. Mais tu peux être malade juste à être déshydraté, puis de plus capable de garder rien pendant un temps. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça m'est arrivé ce soir-là et par après, c'est à ce moment-là que je vous ai demandé qu'on ne fasse plus 3 épisodes dans une même journée, mais seulement 2. Ouais. Tu penses que c'est drôle, j'avais pas ça. Là. Ouais. Mais somme toute, par exemple, t'as apprécié la série? Ah oui, vraiment. Ouais, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, développer une émission qui traitait de santé. La santé, c'est très important pour moi. Encore là, tantôt, je disais, hey, on n'est rien sans nos producteurs agroalimentaires. Ben, on fait pitié quand notre santé va pas bien. T'sais. On n'est pas grand-chose si notre santé va pas bien. Fait qu'il faut en prendre soin de notre santé et j'étais contente d'avoir une équipe avec moi qui pouvait nous parler de santé puis nous dire ce qu'on pouvait faire pour avoir une meilleure santé, optimiser notre santé. Puis au-delà de... il y avait une nutritionniste avec moi, donc Véronique Ouellette-Saint-Denis, il y avait le kinésiologue Stéphane Ouimette, puis il y avait Audrey Saint-Onge comme doctorante en psychologie. Elle a sûrement terminé son doctorat, d'ailleurs. Rendu là, oui. Sûrement. Moi, je l'ai reçu à l'émission début de la... Oh my God, ça fait un an et quelques, c'est pas plus. Je me souviens même pas si c'était gradué encore. Mais c'est ça, fait que c'était super d'avoir une équipe comme ça, tu sais, qui nous parlait de santé, mais j'avais des entrevues aussi avec des gens qui nous témoignaient de leur expérience avec des problématiques de santé. Tu sais, j'en ai reçu une là, qui avait eu le cancer puis qui s'en était sortie finalement. Ouais, je me souviens, ça, c'était bon, ça. Tu sais, il y avait des entretiens vraiment touchants, tu sais, pour nous permettre de réaliser que notre santé, elle est fragile, tu sais, puis qu'on se doit d'en prendre soin. Même quand on est jeune puis qu'on a l'impression qu'on est invincible, qu'il n'y a rien qui... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'était pas chronique, là. Ouais, c'est ça. C'était une bonne nuit à l'hôpital, disons. Mais... Puis, y a-tu des choses que tu as retenues de cette production-là, que tu as fait, tu sais, hey, ça, faudrait que j'applique ça dans ma vie, ou tu sais, on parlait qu'on fait des apprentissages parce qu'on rencontre des gens, puis tout ça. Y a des choses, même si tu connaissais beaucoup, y a des choses que tu as retenues, que tu as appliquées dans ta vie après? Probablement les communications. Audrey Saint-Onge nous parlait à un moment donné de bien communiquer avec notre entourage. Je pense qu'il y a moyen que j'applique ça encore plus, ces conseils de communication, mais je garde ça en tête. C'est là, j'en suis consciente qu'il faut apprendre vraiment à bien communiquer, pas juste dans nos relations de couple ou nos relations très proches, mais avec nos collègues de travail. J'essaie de le mettre en pratique. Ouais.
Tout à côté psychologique, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. J'ai souvent ces sujets-là qui reviennent. Puis, j'ai beaucoup aimé les chroniques d'Audrey qu'elle faisait là, à ce moment-là. Oui. Fait que tu as produit ça, puis je sais pas si tu en parlais. Quand tu as commencé avec Gatineau.tv? En 2019. OK. Fait que c'est après que tu sois parti d'ici. Oui. C'est quand tu es revenu, c'est vrai, c'est quand tu es revenu de l'Australie. Oui, parlons de l'Australie. Parlons. Est-ce que c'est beau? Mais si tu veux, on peut en parler, parce que je pense que c'est comme un peu... tu sais, les gens comprennent pas, là, comment ça j'ai quitté ici, puis là, je suis revenue, puis tu sais... Quand j'ai quitté la TVC Basse-Lièvre en 2018, c'est que je m'en allais rejoindre mon copain qui était en Australie, qui avait déjà quitté pour l'Australie depuis un certain temps, puis on s'ennuyait énormément, puis on voulait... C'est ça, on voulait trouver une solution pour être à nouveau ensemble. Alors, je suis partie en Australie. Et quoi, 16 heures de vol? Eh là là! Plus que ça. Oui, plus que ça. 16 heures, je pense que c'est l'Asie, comme Japon, Chine. Je pense que 16 heures, c'est comme un des deux vols. Moi, j'avais eu un vol de 15 heures, puis un vol de probablement 5 heures. Okay. Puis avec la pause entre les deux, ben ça m'avait peut-être fait 24 heures de vol de transit au total. Mais des fois, ça peut aller jusqu'à 30 heures si tu as plus de pauses entre tes deux vols. Mais ouais, fait que déjà, je me rends en Australie, etc. Puis j'avais même un visa de travail, je fais travailler là-bas, etc. OK, tu fais ça? Ouais, j'avais fait les démarches, mais finalement, bon, je suis revenue parce que ça a plus ou moins fonctionné, finalement, avec mon copain en Australie. C'était mieux ainsi, puis ça me manquait aussi, le Québec. On dirait que je me voyais juste pas travailler en Australie du tout. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être au Québec puis de travailler sur des projets médiatiques. C'était juste ça. Tout le long que j'étais en Australie, c'était juste ça que j'avais en tête. J'étais déjà en train de penser à Histoire de chant, en fait, quand j'étais en Australie. Fait que voilà, je suis revenue. Parce que je me suis séparée avec mon copain. Et en 2019, donc, j'ai commencé avec Gatineau.tv parce qu'ici, quelqu'un, évidemment, avait pris mon poste comme animatrice journaliste. Et je suis encore avec Gatineau.tv à ce jour, à temps partiel, là, ici et là. Oui, c'est contractuel. Mais puis comment tu trouves ça, la différence entre le web et la télé? Parce que c'est beaucoup plus cool là, quand tu fais des choses sur le web. Là. Ouais. Oui, c'est différent. Bien sûr, c'est différent. C'est moins lourd, je dirais, le web. Ouais. Parce qu'en télé, à ce jour, en tout cas, on a encore besoin de faire des longs formats. Puis ce que j'appelle long format, c'est donc des 30 minutes ou des 1 heure. Fait que, c'est plus lourd. Puis, on dirait que des fois, je sais pas à quel point c'est pertinent de faire des longs formats comme ça en 2021. Mais c'est paradoxal parce que, puis j'en ai déjà parlé, je pense avec Sylvain, à l'émission, c'est que on dirait qu'il y a deux modes. Là. Je trouve le web, ça a grossi, ça a pris. C'est ça qui est comme la référence médiatique des gens, c'est leur Facebook essentiellement. C'est des clips de nouvelles, c'est des petites nouvelles, c'est des petits trucs qui s'écoutent en 3, 5, 8, 10 minutes. Puis en parallèle, tu as les podcasts comme on fait là, qui sont devenus super populaires, il y en a plein partout. Puis ça, c'est tout le temps super long. Je regardais, comment est-ce qu'il s'appelle? Jay du Temple. Ouais. Je regardais c'était quoi qu'il faisait comme podcast dernièrement, parce que je me fais tirer par le bras pour écouter Occupation Double par ma fille. Puis j'ai découvert un peu le personnage, je l'aime bien comme animateur, puis j'ai regardé c'était quoi son podcast. Puis écoute, il y a des podcasts qu'il fait, c'est 4 heures. Eh là là! Tu passer 4 heures à parler avec quelqu'un, je serais mort raide. Je fais 1 heure d'habitude, puis je suis pas mal brûlé. 4 heures. Ouais. C'est pété. Fait que tu sais, c'est weird parce qu'il y a comme deux tendances, je trouve, là, qu'on voit qui est bien différentes. C'est vrai. Je pense qu'en fait, il faut que ces longs formats-là soient disponibles, évidemment, n'importe où. Je pense que toutes les émissions de télé, maintenant, sont pas mal disponibles sur le web. Je pense qu'il faut qu'il y ait la possibilité d'écouter ces longs formats pendant que tu fais de la route.
Ouais, moi aussi, c'est ce que je pense. Je pense pas qu'un 4 heures avec Jay du Temple, même s'il est bon, même s'il est attachant, ben je pense pas. Même s'il est beau, tu vas pas le regarder pendant 4 heures. Là, tu vas l'écouter. Non, tu sais, je vais peut-être écouter un 15 minutes, puis là, je vais être comme, bon, OK, c'est assez, OK, je vais, je vais continuer l'écoute. Je vais l'écouter sur la route en allant à New York danser. Je vais le regarder pendant 15 minutes, mais je vais l'écouter sur la route, peut-être pendant 4 heures, si j'ai à me rendre à Québec. Moi aussi, je fais ça, ou je l'écoute par segment. Là, je vais l'écouter un bout... Mais encore là, je fais autre chose. Fait que, c'est à peine si je le regarde, c'est parce que j'ai le Wi-Fi chez nous, tu sais, il va être sur mon téléphone, j'ai l'image, mettons, là, tu sais. Tu fais de la bouffe en même temps, t'écoutes ça. Mais as-tu l'impression comme moi que la télé comme on la connaît, là, je sais pas qu'est-ce qui va rester. À part peut-être du direct, tu sais, les sports en direct, les nouvelles direct, mais autre que ça, là, je sais pas à quel point ça peut continuer. Je sais pas moi non plus. Je pense que c'est essentiel que si on continue avec la télé comme elle est présentement, faut être en mesure d'extraire des segments plus courts qu'on met sur le web. Oui, parce ça, que j'avais lu un article à un moment donné sur le temps d'attention que les gens sont capables de donner juste ne serait-ce qu'à une chanson. Ils sont rendus qu'ils produisent, j'ai déjà parlé de ça ici, là, je m'excuse, je radote des gens qui m'ont déjà écouté dire ça, mais juste une chanson, ils vont s'assurer que le refrain va rentrer en tant de temps, qu'il va y avoir un catch quelconque dans ton beat avant tant de temps pour être sûr que les gens restent intéressés à la chanson. Ouais. C'est pété, là. Fait que j'imagine qu'en production télé, il doit y avoir déjà des petits marques comme moi qui pensent comme ça. Là. Ah ouais, il faut penser à ça. Oui, c'est certain. Il faut que ça soit punché dès le départ. Pour garder l'attention. Puis, qu'est-ce que tu aimerais faire, mettons, à l'avenir, si mettons, quelqu'un arrivait et disait « Hey, t'as le budget que tu veux, fais-moi un show. » Qu'est-ce que tu ferais? Ben pour le moment, en fait, ce serait de continuer à parler de nos producteurs agroalimentaires. Ça me tient vraiment à cœur. OK. Fait que peut-être dans un format différent que celui que j'ai fait avec Histoire des champs. OK. J'ai quelques idées, mais ça serait le sujet que j'aimerais continuer à défendre, en fait. La première émission que tu as faite à MaTV, comment ça s'appelait encore? J'essayais de... Ça s'appelait Mordu. Mordu. Juste Mordu? Juste Mordu. OK, je pensais que c'était comme La Mordu ou quelque chose. Non, Mordu. Mordu. Puis ça, c'était... c'est ça que c'était cet épisode d'abord? Oui. Ah, bon, tu vois. Oui, t'étais pas loin. Nulle part, mais ça, c'était pété, là. Parce que saut en parachute, puis des choses comme ça, tu vois, moi, Stéphanie découvre l'Outaouais, elle a fait comme ça en parachute, je le ferais pas. Elle a fait bungee, elle a fait d'autres choses flyées. Mais c'est ça, c'était pas la COVID à ce moment-là. Ah, on avait comme... J'avais de la liberté. Puis sincèrement, je repense à ça, voyons, c'était quoi mes segments de Mordu? Oui, il y avait un segment où je faisais quelque chose. Je pense qu'il y avait un segment où... T'avais une entrevue. J'avais une entrevue. Avec la personne, ouais. Est-ce qu'il y avait 2 activités par émission? Je me rappelle plus. Pas. Mais Mordu, pourquoi qu'on l'a appelé Mordu? C'est que on voulait être avec des passionnés. Ouais. T'sais. Fait que si je faisais une activité, je voulais que ce soit quelqu'un qui est vraiment passionné de cette activité-là qui allait me montrer ce qu'il faisait. Ouais. Fait que je sais plus c'était quoi ta question, en fait. Je sais pas, c'était une bonne question. J'ai peut-être juste lancé ça comme ça, mais je me souviens que c'était pété parce que tu as fait des affaires assez flyées. Puis là, tu me diras si t'es pas à l'aise d'en discuter, mais ça n'a pas dû être facile pour toi de sauter en parachute, j'imagine, considérant ce qui est arrivé à ton frère. Moi, les gens ne savent pas, mais ton frère a décédé d'un accident de parachute. Oui, d'un accident de wingsuit. De wingsuit, OK. Donc, ça, c'est l'affaire que tu voles, là, que tu as comme une chauve-souris. Là. Oui, exactement. Fait que c'est comme plus dangereux que du parachute, là, je dirais. Là. Le parachute aussi, il y a des risques. Là. Mais avec le wingsuit, tu peux aller à plus de 300 km/h dans le ciel. Là. Wow. Fait que c'est ça. Pour faire l'histoire courte, il y a eu une collision dans le ciel entre mon frère et un autre participant d'une compétition qui faisait en Californie. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Il est décédé dans les airs. Il y a eu un coup au niveau de sa nuque. Et ensuite, il a tombé sur le toit d'une maison en Californie. Mais il est décédé heureux, mon frère. On en est persuadé. Il adorait... il adorait faire du wingsuit. Fait que ça a été difficile, oui. J'étais émotive au moment de
de ce tournage-là en parachute. C'est ça, j'allais te demander. J'imagine que tu as dû nécessairement penser à ça. Est-ce que tu t'es donné le défi pour dire je vais passer par-dessus cette peur-là, peut-être qui s'était créée avec l'histoire de ton frère? Non, j'avais pas de peur vraiment de faire du parachute. Non, mais c'est bonne. Moi, j'ai peur déjà. Je sentais pas qu'il allait arriver quelque chose. Okay. Puis j'étais avec Simon, qui était un super bon ami à mon frère, qui lui aussi fait du wingsuit. Okay. Alors, je me sentais super en confiance. Mais c'était le côté émotif qui était là. Tout le long, je ne pensais qu'à mon frère. Ah, tu vois. Et j'étais déçue, en fait, de jamais avoir pu sauter en parachute avec mon frère. Okay. Mon frère, il m'a amené, par contre, à un cylindre de vent à Laval. C'est cool, c'est vrai, je suis allée là. Fait que c'était l'ancrage que j'avais avec mon frère. Heureusement, j'ai pu avoir cette expérience-là avant qu'il décède. Mais j'avais de la tristesse de jamais avoir pu sauter en parachute avec lui. Parce qu'il aurait fait le saut en tandem avec moi, là, c'est certain. Mais là, j'étais avec son ami, puis il était super son ami, c'est juste que c'est sûr qu'avec mon frère, ça aurait été différent. Non, mais t'es bonne. J'aurais pensé que ça aurait pu créer une crainte, tu sais, de dire... je sais pas, moi, je suis peut-être un peu heureux aussi, mais c'est que l'expérience de un, tu te projettes un peu dans cette expérience négative-là, puis que tu t'imagines que ça pourrait t'arriver. Ça aurait pu faire ça. Mais quelque chose de plus... safe que tu fais, puis que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu danses. Tu fais de la danse. Puis je t'ai vu poser une couple de vidéos. Là, c'est pas. Moi, j'ai fait, c'était très amateur. Là. Non, là, c'est du sérieux. Là. Comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, j'ai toujours dansé. Tu vois? J'ai toujours dansé. C'est ça qui arrive, le monde de Ripon, c'est le party, eux autres, puis ils dansent depuis qu'ils sont jeunes. Mais j'ai vraiment commencé à danser à Ripon avec une professeure de danse extraordinaire. Elle s'appelle Josée Lacoste. C'était mon professeur que j'avais en maternelle. Okay. Puis elle enseigne encore à la maternelle à l'école Saint-Cœur-de-Marie à Ripon, après toutes ces années. Mais elle enseignait aussi la danse. En ce moment, je ne sais plus si elle enseigne la danse à l'école, parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça fait beaucoup là, d'implications là, d'enseigner la danse parascolaire aux élèves de l'école. Puis, fait que c'est avec elle que j'ai commencé. Et ça a toujours fait partie de ma vie grâce à elle. Ensuite, j'ai continué, donc, c'est ça, à l'école secondaire. Et au cégep, j'ai hésité à faire à un moment donné un double bac en danse et en sciences de la nature. Ah, tu vois. Puis on m'a découragée un peu, là. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben, tu sais, Floralie, c'est vraiment exigeant, des doubles bacs. Mais je pense que ça aurait été correct que j'en fasse un, finalement. Mais bon, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait un deck en sciences de la nature. J'ai dit un double bac, un double deck. Ouais. Okay. Puis finalement, c'est ça, j'ai très peu dansé pendant mon cégep. Mais quand je suis arrivée à Québec, à l'université, j'ai repris la danse et j'ai repris cette fois-ci la danse en couple partenaire. Okay, on n'est pas un couple avec un amoureux, mais c'est vraiment une danse avec un partenaire. Puis tu changes de partenaire à travers une soirée de danse, par exemple. Fait que moi, j'ai expérimenté les danses swing et c'était le Lindy Hop au départ que je faisais. Donc, c'est une danse très, très groundée, assez circulaire et très dynamique qui se danse sur de la musique jazz. Okay. J'ai essayé le blues aussi. Ça aussi, ça fait partie de la grande famille des danses swing. Et éventuellement, ben, c'est le West Coast Swing auquel j'ai le plus accroché parce que c'est une danse hyper versatile. Donc, le West Coast Swing, c'est aussi une danse qui fait partie de la famille des danses swing, mais c'est une danse la plus moderne, je dirais, de cette famille des danses swing parce qu'elle se danse sur de la musique qu'on entend à la radio, de la musique pop, et c'est une danse de partenaire aussi. Mais c'est ça, pour sa versatilité, j'ai vraiment accroché. Alors, c'est ce que je fais encore à ce jour. Mais tu fais de la compétition? Ouais, ben, de la compétition. Compétition, le fun. Oui, le fun. C'est très précieux pour moi, la danse, dans ma vie, et je veux pas que ce soit un métier. Je veux pas enseigner nécessairement cette danse-là. Et parce que je veux que ça reste une passion dans ma vie. Je veux que ça reste un domaine où je peux
m'évader, tu sais, sans souci. Okay. Alors que si je commence à l'enseigner ou à me mettre vraiment la barre haute pour des compétitions, j'aurais peur de me mettre trop de pression et éventuellement de ne plus vouloir en faire autant, tu sais. Alors qu'en ce moment, c'est comme un milieu vraiment joyeux dans ma vie. Ouais, ça serait peut-être plus un plaisir. Non. Ouais. Non, je comprends. Puis, il y avait une dernière chose que je voulais te demander, puis là, je suis en train d'oublier. Mais ce que je peux te dire en ce moment, c'est que je suis tellement heureuse que la danse soit revenue dans ma vie. Ouais, c'est vrai, parce que là, il faut jour, que tu t'en passes pendant un certain temps, j'imagine. ça a été très difficile. Ouais. Ça a été très, très difficile. Et je le réalisais pas que mon corps était comme... Tu sais, était habitué de faire de la danse. Là, pour moi, c'était pas genre, hey, faudrait que je fasse de la danse parce que faut que je me garde en forme, il faut que je fasse de l'activité physique. Ça allait de soi pour moi. Et quand j'ai arrêté avec la COVID, étant donné qu'on pouvait plus se rencontrer, j'ai vu vraiment mon corps perdre sa masse musculaire. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point, hey, la danse, là, ça te fait travailler là, physiquement, là, tu sais. Mais jamais j'avais pensé à la danse de cette façon-là, vraiment. Puis là, à ce jour, donc depuis cet été, je touche à nouveau à la danse, au West Coast Swing dans ma vie. Et quel bonheur ça m'apporte! Quel bonheur! Et c'est fantastique. Mais j'imagine que c'est un peu comme n'importe qui arrête de faire du sport. À un moment donné, tu t'en rends compte à quel point, quand tu y regoutes, là, à quel point tu fais « Oh my God! » Parce que on dirait que quand tu arrêtes, des fois, tu as un peu tendance à apprécier la paresse, à quelque part, là, où tu fais comme « Ah, ça fait du bien de rien faire. » Mais là, quand tu recommences, c'est comme « Oh my God, ça m'a manqué. » Puis comme tu te sens physiquement, on dirait que ça t'a manqué. C'est un peu... Ouais, ben moi, je fais la comparaison, en fait, avec quelqu'un qui fume de la cigarette, là, qui réussit à arrêter et... finalement, il voit quelqu'un fumer, puis il essaye, puis ça doit tellement y faire de bien. J'ai l'impression que c'est un peu ça, là, c'est l'addiction, là, tu sais. Et j'ai ressenti ça au moment où j'ai repris la danse. En fait, une addiction, là, tu sais, comme revenir à quelque chose auquel j'étais dépendante. Mais je pense que c'est Stéphane qui me disait ça, comment est-ce que l'activité sportive, ça devient une dépendance. Comme tellement tu es habitué de sécréter ces bonnes hormones que, comme, à un moment donné, c'est difficile de t'en passer. Là. Ce que j'allais te demander tantôt puis que j'ai oublié, c'était drôle parce que quand on s'est parlé pour que tu puisses revenir à la TVC, tu avais dit que pour toi, la télé, c'est pas nécessairement une carrière, tu devrais faire autre chose. Puis c'est un petit peu surprenant, je pense, pour les gens, parce que tellement comme tu t'investis beaucoup dans tes productions, puis tu te présentes de façon tellement professionnelle qu'on aurait tendance à dire non, on va faire une grande carrière en télé, tu sais, mais toi, c'est comme non, moi j'en fais là, puis on verra ce qui va arriver. Oui, c'est vraiment ça. Oui, parce que je m'étais fixé un objectif quand j'étais adolescente. Moi, je voulais absolument être nutritionniste dans ma vie. À l'âge de 13 ans, c'était clair que j'allais être nutritionniste. Okay. Et voyez-vous, je suis pas nutritionniste aujourd'hui. Alors, me fixer des objectifs puis me dire, OK, moi, je vais faire ça dans 5 ans, je vais être là dans 5 ans. Non. Je ne trouve pas ça logique. Parce que pendant que tu as cet objectif-là, si tu as trop cet objectif-là, tu mets de côté des choses qui peuvent te faire plaisir, des choses qui peuvent te faire découvrir des choses pour le meilleur dans ta vie. T'sais? Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'avais cet objectif d'être nutritionniste. J'avais tellement ça en tête. Puis dès mon adolescence, je savais que ça impliquait qu'il fallait que j'ai des notes élevée au cégep pour avoir une bonne cotère, pour rentrer dès ma première année à l'université dans le programme de nutrition parce que ça implique d'avoir une très haute cotère. Et j'avais tout ça en tête. Fait que là, je m'étais dit, ben OK, Flo, il faut vraiment que tu étudies fort tout ton secondaire pour bien comprendre les concepts, etc. Puis pendant ce temps-là, ben je mettais la danse de côté. Alors que la danse, c'était ce qui me faisait le plus de bien au monde, tu sais. Puis je mettais aussi de côté... tout le côté artisanat, parce que je faisais beaucoup, beaucoup d'artisanat quand j'étais jeune. Et ça aussi, ça me faisait du bien. Et je suis pas d'accord avec cette idée d'avoir donc un objectif et de mettre de côté des choses qui peuvent t'amener tellement de bon dans ta vie.
sais. Fait que c'est un peu pour ça que je dis, ben, la télé, j'en fais maintenant, dans les médias, j'en fais maintenant, et j'ai du plaisir à le faire, et je veux que ça reste ainsi. Mais si ça m'amène ailleurs à un moment donné, ben, ça m'amènera ailleurs, puis ce sera pour le mieux, tu sais. Mais j'aime ça ta façon de penser, parce que souvent, on a comme je sais pas si on a comme été un petit peu conditionné à penser comme ça, que, tu sais, bon, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu aies des objectifs, puis il faut que tu fasses des sacrifices, alors que ce que tu me dis, c'est comme, ben, c'est pas vrai, je vais sacrifier des choses que j'aime dans la vie pour réussir dans une chose, alors que, tu sais, je peux tout faire ces choses-là dans le plaisir, tout ça, c'est cool. Ouais. C'est une façon différente un peu de... Oui, c'est un apprentissage que j'ai fait parce que finalement, c'est ça, je suis pas nutritionniste. Fait que ça a donné quoi que je bûche autant? Ben, que je bûche. C'est-à-dire que je me mette autant de pression, tu sais, pour faire ce bac-là en nutrition. Oui, je suis arrivée à ma première année en nutrition à l'université, puis mais finalement, après 2 ans, j'ai arrêté mon bac. Je suis allée enseigner le français en Angleterre. Puis finalement, je suis revenue pour finir mon bac. Finalement, j'ai comme arrêté. Je suis restée juste à un cours pour me permettre de continuer à être impliquée avec l'université. Tu sais. Je faisais de la radio étudiante à ce moment-là. Mais je veux dire, cet objectif-là, finalement, je l'ai bafoué de la main. Là. Je veux dire, je suis pas nutritionniste. Fait que laissons la vie nous apporter ce qu'elle a à nous apporter. Tu sais. Ayons nos yeux ouverts, soyons sensibles à ce qui arrive autour de soi, tu sais. Parce que si on a juste un focus, on se met des œillères, là, tu sais. Puis c'est pas bon. C'est pas bon. Puis là, comment tu trouves ça d'être revenu, TVC Basse-Lièvre? J'imagine, tu ne donnais pas d'objectif, j'imagine que tu n'étais pas vu nécessairement revenir. Fait que là, comment tu trouves ça? Ben en fait, c'est pas que je m'étais pas vue revenir, c'est juste qu'il y avait d'autres choses dans ma vie à ce moment-là, puis là, poste finalement était ouvert, puis là, j'étais comme, ben, hey, je pourrais revenir. Puis comment je trouve ça? Ben, moi, là, je trippe à avoir, tu sais, c'est ça, des gens en entrevue, fait que, comme je dirais, un peu importe le média où, tu sais, je vais être heureuse de faire des entrevues, fait que ça me permet de faire des entrevues avec des gens, en plus de l'Est de l'Outaouais, puis j'ai un sentiment d'appartenance très élevé à tout l'est de l'Outaouais, donc la MRC Papineau, la Petite Nation, Buckingham, Masson-Angers, l'Ange Gardien. Fait que je me sens bien, je me sens dans mes pantoufles, en fait. Je me sens avec une communauté qui m'interpelle. Et là, t'as fait puis t'étais à Radio-Canada, t'étais à ma TV, t'as fait Gatineau.tv, mais là, tu vas avoir fait l'informel. Fait que là, t'es quelqu'un, là. Là, pour vrai. Là. Ça a l'air. Je déconne. Mais merci de t'avoir prêté à l'exercice. C'était super le fun. T'as pas si bien que ça. C'était très bien. Bon, je suis vraiment contente.